Bonsoir, merci à tous d'être présents. Donc, nous avons une nouvelle édition d'ITAG. Donc, c'est une réunion bimensuelle où on présente les travaux des doctorants de l'Institut de Convergence Agriculture Numérique. Donc, c'est une initiative qui est issue donc des confinements qui n'ont pas permis qu'on se retrouve en juin dernier pour faire la Digitag Agora, donc l'événement annuel de la communauté Digitag. Et donc c'est avec plaisir qu'on retrouve ces doctorants. Donc pour mémoire, il y a 3 grands thèmes de recherche au niveau des doctorants dans Digitag. Donc certains sont plus en agronomie, d'autres sont plus en sciences du numérique et d'autres enfin sont plus en sciences sociales. Et donc ce soir, on va avoir la chance d'avoir donc à la fois les domaines des sciences sociales et aussi des traitements des données, en fait des données un peu complexes. Donc je laisse tout de suite la parole aux doctorants pour vous présenter leurs travaux de recherche. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à l'équipe de Digitag pour l'organisation de ce cycle d'animation scientifique. Moi, je suis Éléonore Schneebelin, en thèse à l'UMR Innovation avec Jean-Marc Touzard et co-encadrée par Pierre Labarthe de l'UMR Agir. Alors, je vais vous parler de numérique et d'agroécologie, deux termes qui, pour certains, sont associés et pour d'autres, sont plutôt en opposition. Donc, l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est d'expliquer rapidement cette controverse et de ainsi développer mes questions de recherche et de vous montrer un petit peu mon travail de recherche. Alors, tout d'abord, nous sommes dans un contexte de transformation de l'agriculture avec différentes transformations qui sont à l'œuvre. Donc, il y a une transformation d'écologisation de l'agriculture. En effet, les systèmes de production agricole actuels génèrent un ensemble d'externalités négatives aujourd'hui avérées, donc baisse de la fertilité des sols, impact sur la biodiversité, etc. Et donc, plusieurs manières de faire sont proposées pour faire face à ces problèmes et pour réduire ces externalités. Donc, une des manières de faire consiste à optimiser et à améliorer l'efficience des modes de production actuels, alors que d'autres proposent plutôt une reconception plus globale des systèmes de production. Donc, chacun de ces modèles se retrouve à la fois dans les pratiques, dans les exploitations agricoles et sont accompagnés par un certain nombre d'acteurs, d'organisations. En réalité, c'est plus complexe que ça, évidemment, et dans les pratiques, on a un continuum entre ces deux pôles. Et donc, dans le pôle plus sur reconception, agroécologie, on a l'agriculture biologique qui est aujourd'hui considérée comme un prototype un peu d'agroécologie, même s'il y a des débats, d'être institutionnalisée, donc bien distinguable des autres formes d'agriculture. Donc, c'est pour ça que je l'utilise comme exemple. Alors, à côté de cette transformation, il y a le développement des techniques numériques dans l'agriculture. Donc, aujourd'hui, il y a le développement et l'amélioration de techniques de collecte de données, traitement de données, automatisation, information, etc. Techniques qui sont combinées entre elles et associées avec des connaissances pour en faire des technologies numériques, qui sont construites techniquement et socialement pour répondre à un certain nombre de fonctions dont j'ai fait plusieurs catégories. Donc, sachant que là, je parle du numérique vraiment côté exploitation agricole. Je ne parle pas du numérique dans l'agriculture, dans la recherche, dans les filières, etc. Moi, je suis à l'échelle des exploitations agricoles. Et donc, on a les fonctions de production, type pilotage d'intrants, autoguidage, etc. Les fonctions de gestion administrative, gestion des parcelles, et puis les fonctions plus d'information, de communication, aller chercher de l'information, collaborer, échanger des connaissances, valoriser sa production via de la communication, etc. Et donc, toutes ces technologies font l'objet d'usages qui va jouer sur les pratiques et l'organisation des agriculteurs.
sachant que tout ce développement technologique est accompagné par des acteurs, par des politiques publiques, par le développement de connaissances, comme ici à Digital. Donc, on a à la fois une trajectoire d'écologisation, de digitalisation, et donc on peut se poser la question de la compatibilité entre ces trajectoires, hein. Donc, je ne sais pas si vous étiez là au premier TITAG où il y avait Pierre-Benoît Joly, hein, il nous a parlé de directionnalité des sciences et techniques. Et donc là, on peut se demander vers où ça nous amène, ce développement du numérique en agriculture, à quels besoins ça répond. Donc, il y a beaucoup de débats à la fois scientifiques et sociétaux sur cette question-là. Donc, certains affirment une compatibilité de fait avec le numérique qui répond aux besoins d'une agroécologie intensive en main-d'œuvre, intensive en connaissances, qui a besoin de coopération, etc. Et d'autres qui affirment qu'il y a un aspect paradoxal entre les deux, avec des technologies numériques qui favoriseraient l'homogénéisation des systèmes, des problèmes de dépendance, des coûts élevés qui favoriseraient les grosses exploitations en monoculture, ou encore l'impact intrinsèque de la construction des technologies numériques. Donc tout ça soulève plein de questions. Et donc moi, je me concentre juste sur un des aspects, c'est OK, il y a différentes voies, différents modèles agricoles qui se développent. Et est-ce que selon les modèles agricoles, les acteurs perçoivent et mettent en œuvre la digitalisation de manière différente? Donc, pour ça, je développe une analyse institutionnelle à double échelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, moi, le cœur de mon sujet, ce qui est au cœur de ma tête, c'est les pratiques des agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce que ça change pour eux? Est-ce que c'est lié ou non à un type d'agriculture, à la mise en place de pratiques agroécologiques? Mais ces pratiques individuelles, elles ne sont pas seulement une question d'adoption ou non d'innovation par des individus isolés. Les transformations des pratiques dans les exploitations agricoles dépendent d'un ensemble de facteurs, donc caractéristiques personnelles, mais aussi le réseau, les connaissances auxquelles ils ont accès, les évolutions sectorielles plus larges. Donc c'est pour ça que je regarde aussi des évolutions à l'échelle du système sectoriel d'innovation, donc tout ce qui est acteurs, politique publique, développement de connaissances. Donc là, aujourd'hui, je vais présenter mes premières enquêtes que j'avais faites, c'était plutôt au niveau sectoriel. Et là, en deuxième année, j'ai fait surtout des enquêtes au niveau des exploitations agricoles, mais je ne vais pas encore vous présenter les résultats de ça. Donc, à l'échelle du secteur, donc on peut se demander comment les acteurs de différents paradigmes, différents modèles, perçoivent et répondent au processus de digitalisation, et s'il y a des points de convergence et de divergence. Donc pour cela, j'ai fait des entretiens semi-directifs, donc avec 38 personnes, dont 10 agriculteurs qui avaient une fonction de représentation, et donc les autres qui faisaient partie d'organisations type coopératives agricoles, syndicats, recherche, organismes de conseil, et des acteurs plus spécialisés sur le numérique, donc des startups, des entreprises, des acteurs de la recherche, pour voir eux comment ils percevaient ce développement du numérique dans l'agriculture et comment c'était mis en œuvre. Donc, juste quelques éléments de résultats. Donc, déjà, on voit que la digitalisation est en marche dans tout le secteur, et donc on a une convergence de comment c'est perçu et mis en œuvre par les acteurs. Donc déjà, tout le monde s'accorde à dire que les organisations agricoles intermédiaires jouent un rôle extrêmement important, donc à la fois comme intermédiaire entre agriculteurs et entreprises du numérique, mais aussi en tant qu'acteurs proactifs du développement du numérique, et aussi en tant qu'organisation qui rassemble, analyse et transfère des données. De plus, donc on a des attentes vis-à-vis du numérique, pareil, qui sont convergentes entre les différents types d'acteurs. Donc, améliorer les conditions de travail, optimiser les pratiques, améliorer la gestion des risques,
aider à la gestion économique, à la traçabilité, à la formation pour les agriculteurs. À côté de ça, la plupart mentionnent des risques, notamment des risques économiques liés aux investissements dans ce type de technologie, des problèmes de dépendance, notamment pour la réparation du matériel, par exemple, et des risques d'exclusion d'agriculteurs, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons de compétences. Et aussi des problèmes que ce ne soit pas approprié pour tout le monde, et notamment pour les plus petites exploitations, etc. Donc, tous les acteurs mettent en œuvre le développement, un développement interne d'outils pour l'information, notamment vis-à-vis des agriculteurs, pour la gouvernance et des outils internes de communication avec leur réseau d'agriculteurs. Tous aussi mentionnent le fait que ça crée un besoin de connaissances, à la fois au niveau des agriculteurs et au niveau des organisations agricoles, et que à côté de ça, ça crée des connaissances, mais qui sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Donc en effet, il y a beaucoup de nouvelles données qui pourraient créer des connaissances, mais parfois, rendre ces connaissances vraiment effectives, on n'a pas les moyens ou les données, on n'arrive pas à en faire quelque chose. Donc voilà. Et autre point qui est commun à tous, c'est que tous affirment qu'un des facteurs les plus importants de la digitalisation du secteur agricole, c'est le développement de la réglementation et des normes qui, de par des exigences croissantes, amènent l'agriculture à devenir de plus en plus digitalisée. Alors, à côté de ça, par contre, on a des points de divergence. Donc, notamment les acteurs qui sont propres plutôt donc à l'agriculture biologique ont des attentes pour une gestion systémique, pour une aide à la conception, une aide à la réflexion de leur système de production agricole. Attentes qui pour l'instant ne trouvent pas vraiment dans les outils qu'ils ont à leur disposition. À côté de ça, les acteurs donc plus du domaine conventionnel ont des attentes vis-à-vis de améliorer l'image, créer de la valeur et limiter les impacts environnementaux. Au niveau des risques, les acteurs de bio signalent plus des risques de perte de pouvoir, de perte de savoir-faire et de standardisation qui pourraient être liés à une traçabilité à outrance. Et à côté de ça, les acteurs du conventionnel voient plus des problèmes au niveau de l'appropriation des données. Donc, ce qui amène à des stratégies différentes de digitalisation. Donc, au niveau des acteurs du bio, ils insistent sur la formation des agriculteurs afin qu'ils puissent maîtriser ces outils-là. Et également, ils développent de manière interne des outils, notamment de gestion, d'information, pour les aider justement à l'expérimentation, la conception, la réflexion sur leur système. Au niveau des acteurs du conventionnel, on a plutôt des développements en partenariat avec des acteurs propres numériques pour essayer d'avoir pour rendre les activités agricoles plus simples, plus efficientes, faire qu'il y ait une meilleure attractivité du secteur agricole. Et puis également un certain nombre d'organisations agricoles qui voient dans le développement des technologies numériques la possibilité de créer de nouveaux services et de nouvelles sources de valeur pour ces organisations agricoles, et notamment des nouveaux vecteurs de marge face aux évolutions réglementaires, notamment la séparation de la vente et du conseil. Les acteurs du digital, eux, ne voient pas vraiment dans le bio un critère de différenciation pour le numérique qui considère adapté à tous. Donc, on voit que la digitalisation, ça peut avoir différents objectifs, ça peut avoir lieu de différentes manières et sous différentes formes. On a différents processus de digitalisation.
Et donc, on n'a pas une opposition, par exemple, des acteurs du bio au numérique, mais peut-être une opposition à une certaine définition d'un numérique qui serait plus prescriptif, segmenté, qui standardiserait la production. Mais donc voilà, il y a différentes attentes du numérique et donc ça pose la question de est-ce qu'il y a une coexistence possible entre différents types d'outils numériques qui correspondraient aux différentes attentes selon les types d'agriculture. Donc ça, c'était à l'échelle du système sectoriel d'innovation. Mais l'idée, c'est de regarder à l'échelle des pratiques des agriculteurs, est-ce que ça, c'est des discours, est-ce qu'on retrouve des différences donc pour ça, j'ai fait des enquêtes dans des exploitations agricoles, donc en région Occitanie. Donc j'ai fait 98 enquêtes auprès d'agriculteurs en grande culture et 50 auprès de viticulteurs. Et donc là, l'idée, c'est d'établir des profils d'usage du numérique, voir ce qu'ils utilisent, pourquoi, comment c'est lié à des pratiques agroécologiques ou non. Et donc, voilà, ça, c'est une analyse qui est en cours et qui fera l'objet d'une prochaine présentation, TITAG peut-être. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Éléonore pour cette présentation donc, sur la digitalisation selon les différents systèmes agricoles qui effectivement ouvre à la réflexion et au débat. Donc on a une première question sur le chat qui est une question de Véronique qui demande est-ce que le sentiment est que le numérique crée des connaissances ou que le numérique crée seulement des données? Pour l'instant, dans beaucoup d'organisations agricoles, ils aimeraient créer des connaissances, mais en fait, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disaient on a des données, mais on n'arrive pas en fait à en faire des connaissances. Parce que pour l'instant, on a des données, mais on ne sait pas trop quoi en faire, on n'a pas trop les moyens, on n'a pas trop le temps de s'en occuper, ou alors c'est des données un peu. On a plein de données, mais bon. Donc après, voilà, c'est un truc qui est ressorti quelquefois. D'accord, Véronique, te remercie. On a une seconde question donc, de Lucas qui dit qu'elle est surprise de ne pas entendre la motivation pour l'équipement numérique pour gagner en productivité au travail. Est-ce qu'elle a mal compris ou est-ce que ce n'est pas une motivation que tu as identifiée à travers tes entretiens? Si, alors, si, c'est quelque chose qui est ressorti. Après, c'est plus comme là, c'était vraiment auprès d'acteurs du secteur et après, c'est plus, je pense, ressorti au niveau des enquêtes agriculteurs. Mais si, c'est aussi ressorti, mais en disant que c'était pas la seule attente, quoi. Et finalement, le confort de travail, les conditions de travail, c'est quelque chose qui est aussi très important. Mais oui, améliorer, faire des économies, améliorer l'efficience, optimiser, c'est ressorti. D'accord. Merci pour cette réponse. Corentin demande comment tu as ciblé les agriculteurs et les viticulteurs pour tes enquêtes dans les exploitations agricoles. Alors, pour les enquêtes auprès d'exploitations agricoles, donc j'ai utilisé différentes manières. Donc, l'idée, c'était d'avoir une diversité de profils, hein, donc pas forcément une représentativité, mais une diversité, en surreprésentant un peu les agriculteurs qui, donc soit qui étaient dans le bio ou engagés dans d'autres démarches agroécologiques. Donc pour ça, et puis voilà, en surreprésentant aussi les agriculteurs qui utilisaient le numérique.
Donc pour ça, je suis passée par des intermédiaires, donc coopératives, négoces, avec lesquels je me suis entretenue avec des techniciens qui m'ont redirigée vers des agriculteurs. Et après, auprès de chaque agriculteur, je faisais effet boule de neige aussi pour aller chercher d'autres profils. Très bien, merci pour ta réponse. Mauro demande si tu as des exemples précis de différentes formes de digitalisation. Oui, c'est ce que quand je montrais les différentes catégories, par exemple, d'outils numériques, eh bien, je ne sais pas exactement quel l'objet précis de la question, mais si c'est qu'est-ce que ça va donner dans les exploitations agricoles, différents types de digitalisation, ça va être différents types d'outils, peut-être certains plus sur des outils pour la production, mais même au sein de la production, il y a différents types d'outils. Et puis d'autres plus axés sur tout ce qui est outils de gestion, outils de communication. Mais là, ce que je voulais dire en disant il y a différentes formes de digitalisation, c'est que selon les acteurs, ils ont des attentes différentes et ils développent le numérique de manière différente. Hein. C'est ce que je montrais dans la dernière diapo là, sur les divergences. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait différents types de digitalisation. D'accord, merci pour cet éclairage. Isabelle a beaucoup de questions. Alors, Isabelle, est-ce que tu veux prendre la parole pour les poser? Oui, je veux bien. En fait, c'était au début dans ta présentation, Éléonore, qui était très intéressante. Hein, merci beaucoup. Tu as fait des sous-groupes en fait d'outils de digitalisation. Il y avait gestion des sols, gestion de l'exploitation. Et je voulais savoir si dans ton travail, tu avais fait une évaluation de quels sont les outils les plus demandés, les plus attendus, sur lesquels il y a le plus de, d'investissement de la part des collectifs que tu as enquêtés. Et si, dans ce cadre-là, il y avait une différence entre ceux qui étaient bio et ceux qui n'étaient pas bio. C'est une bonne question et je n'ai pas de réponse précise à ça. Mais du fait, comme par exemple les collectifs qui étaient plus au niveau de l'agriculture bio avaient des attentes d'outils plus systémiques, etc. et qu'ils développaient de manière plus interne, c'était plus des outils de gestion et d'information et beaucoup moins des outils sur la production vraiment parce que du coup ils le faisaient de manière interne. D'accord. D'accord. Mais c'est vrai que ça nécessiterait d'être creusé et je réfléchirai plus longuement à ça. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, Éléonore. Je pense qu'on va avoir le temps avant de passer donc à la présentation de Jean-Eudes. Pour une dernière question, il y a Nabil qui a une question qui est aussi assez longue. Est-ce que Nabil, si tu veux, tu peux prendre la parole pour poser la question? Je t'ai mis en organisateur, à moins que tu souhaites que je la pose. Tu peux allumer ton micro. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Vous m'entendez? Ok, super. Bon, ben merci Éléonore, très bien, très intéressant cette question-là. Moi, en fait, j'avais une question autour des nuances en fait dans les usages, puisque tu parles pas mal de pratiques d'agriculteurs, et donc je voulais savoir est-ce qu'il n'y avait pas quand même une nuance à apporter entre différents types d'agriculteurs bio, avec des trajectoires de rapport au numérique, à mon avis, a priori différentes. Et donc, est-ce que tu as pu voir ça? Et la deuxième chose, c'est est-ce que revient un peu cette notion de convivialité en fait dans le rapport à l'outil? Parce que là, on voit bien les fonctions, les usages, mais finalement, on voit pas tellement l'appréciation du rapport à l'outil.
Alors, pour la première question, donc ce sera quelque chose qui sera justement plus approfondi avec les enquêtes agriculteurs, parce que, donc en effet, j'ai vu une diversité d'agriculteurs et donc une diversité d'usages du numérique, mais une diversité de trajectoires et de profils. Et donc, et c'est peut-être aussi des résultats qui vont nuancer ces résultats que j'ai là, plutôt à l'échelle des organisations. Mais parce que voilà, comme je le disais, il n'y a pas de modalité précise d'une agriculture conventionnelle et d'une agriculture biologique. Il y a des processus de différenciation au sein de chaque pôle avec des agriculteurs. Vraiment, c'est vrai que dans mon échantillon, j'ai des agriculteurs qui ont une partie de leur exploitation en bio, une partie en conventionnel. Donc, c'est des profils aussi un peu spéciaux qui peuvent nuancer tout ça. Et pour le rapport à l'outil, alors tout ce qui est la convivialité, c'est pas un terme qui est ressorti comme ça, mais ce qui est intéressant de voir peut-être, c'est que c'est vrai qu'au niveau des organisations agricoles, par exemple, tout ce qui est il n'y avait pas trop cette notion d'apprentissage collectif autour de technologies. Et en fait, c'est un peu étonnant parce que dans la littérature, c'est vrai que c'est avéré que l'apprentissage collectif autour d'une nouvelle technique va favoriser et rendre l'usage de cette technique plus efficient, partager, etc. Mais après, c'est un peu... Et au niveau des enquêtes des agriculteurs, c'est vrai qu'il y en a, par exemple, qui utilisaient certaines technologies et qui ont arrêté. Et j'avais l'impression que c'était aussi un peu par manque de ce collectif autour de la technique. Et puis d'autres qui, au contraire, le mettaient en œuvre en partageant des informations sur l'utilisation d'une technologie et en s'entraidant pour apprendre à l'utiliser et pour mieux l'utiliser. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Non, très bien, merci beaucoup. C'est vrai que je pensais par exemple à l'atelier paysan qui était aussi sur des idées de bricolage paysan autour de numérique pour bricoler des systèmes d'irrigation ou des choses comme ça. Et où là, on a quand même un rapport, à mon avis, qui est quand même assez différent du concept numérique, on va dire un peu plus pyramidal, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressortait chez les agriculteurs aussi, cette volonté de ouais, mais en fait, si on a par exemple un outil qu'on n'est pas capable de réparer, qu'on en a besoin dans l'urgence parce que nous, on a un fonctionnement de notre travail qui est dans l'urgence, quand c'est le bon moment pour aller faire la moisson, par exemple, on n'a pas forcément un créneau qui va se reproduire le lendemain, donc il faut y aller maintenant. Et là, on se retrouve avec des outils sur lesquels on n'a pas possibilité de réparer nous-mêmes, ou j'ai une perte de signal sur mon GPS. Et ça c'est quelque chose qui pose problème au niveau de l'usage chez les agriculteurs. Merci Éléonore. On va être obligé merci Éléonore. Ouais. D'arrêter les questions, malheureusement, même si c'était effectivement très intéressant et ça ouvrait au débat. Il y a d'autres questions sur le chat auxquelles tu pourras répondre si tu le souhaites en privé ou d'ailleurs en public. Voilà, je te laisse en prendre connaissance. Merci beaucoup Isée pour cette présentation. Et on va maintenant laisser Jean-Eudes prendre la suite et partager son écran. Alors, bonjour à tous, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Parfait. Donc, merci pour votre présence tout d'abord.
Et pour reprendre brièvement le cadre administratif de ma thèse, donc moi je débute ma 3e année, je suis à l'UMR-Tétis, à la maison de la télédétection, et cofinancé par Digitag. Mon directeur de thèse est Dino Ienko, et je suis également co-encadré par Louise Leroux. Donc, en cette fin d'après-midi, je vais vous présenter un des aspects liés à ma thèse qui concerne la caractérisation des superficies cultivées ou en général de l'occupation du sol. Donc, ma thèse a été montée dans un contexte où, depuis quelques années, nous assistons à une démocratisation des technologies en observation de la Terre, que ce soit avec l'émergence de programmes comme celui de l'ESA, l'Agence spatiale européenne Sentinel, ou des nanosatellites de la société américaine Planet avec sa flotte Planescope, ou à la libre diffusion des images à très haute résolution SPOT dans le cadre de projets comme ceux de l'EquipeS Géosud. Donc aujourd'hui, la même zone, nous allons pouvoir la représenter avec diverses sources complémentaires. Par exemple, le radar qui va nous donner une information sur la rétrodiffusion des surfaces et en général de la canopée ou de la canopée. Avec de l'information optique, on va pouvoir caractériser la réflectance dans différents spectres du rayonnement électromagnétique en partant du visible et en allant à l'infrarouge. Et toujours avec de l'optique, mais cette fois-ci avec de la très haute résolution spatiale, nous allons pouvoir mieux caractériser certaines structures comme les bâtiments. S'il est vrai que toutes ces sources sont complémentaires, la manière de tirer parti de leur complémentarité est toujours un champ de recherche actif. Parallèlement à cette démocratisation des outils en observation de la Terre, la dernière décennie a été marquée par les progrès fulgurants opérés dans le domaine de l'apprentissage machine ou machine learning, notamment grâce à un groupe de méthodes dans le cadre du deep learning qui opère par apprentissage profond, qui sont essentiellement basés sur des réseaux de neurones et qu'on extrapole parfois à tort d'intelligence artificielle, qui est en fait plus vaste. Donc ce groupe de méthodes, en fait, on estime leur performance proportionnelle à la quantité de données sur lesquelles elles sont entraînées. Et ce type d'approche a également envahi le domaine de la télédétection ces dernières années, en permettant entre autres de nouvelles applications. Donc au niveau de l'état de l'art, plusieurs travaux, pas mal de travaux déjà ont montré l'apport de la combinaison d'informations multisources pour la cartographie de l'occupation du sol, notamment avec des techniques de deep learning, par exemple des séries temporelles radar et optiques ou des images optiques multi-échelles. Là, j'ai sélectionné 4 travaux effectués au sein de l'équipe ATETIS. Ils portent tous, au moins 3 d'entre eux, la mention des remerciements à Digitag, faisant un peu de publicité. Et pour aller plus loin, en fait, par rapport à ces travaux, dans le travail que je vais vous présenter, donc, nous avons voulu explorer davantage la combinaison de ces informations multisources à travers toujours des techniques de deep learning. Spécifiquement, nous voulons combiner cette fois-ci à la fois série temporelle radar, optique, et une image optique à très haute résolution spatiale. Et la solution que nous avons adoptée sont des réseaux de neurones convolutionnels. Donc, au niveau du site d'étude, c'était l'île de la Réunion avec des données de 2017. Au niveau comptable, ceci représente 880 000, un peu plus de 880 000 échantillons labellisés, c'est-à-dire pour lesquels on a de l'information sur la vérité sur les classes d'occupation du sol par rapport à 39 millions de pixels pour couvrir toute l'île de la Réunion, quoi. Donc, parmi ces classes d'occupation du sol, qui sont au nombre de 11, nous avons 5 qui sont liées à l'agriculture et à l'élevage. Donc, au niveau des données satellitaires, nous avons acquis sur l'année 2017 des séries temporelles radar, donc 26 images au total et 21 images optiques pour Sentinel-2. Donc, pour les données radar, nous utilisons essentiellement des données en double polarisation et en orbite ascendante, alors que pour Sentinel-2, nous gardons uniquement les bandes à 10 mètres, le bleu, le vert, le rouge, le proche infrarouge, et nous dérivons quelques indices
d'indicateurs, le NDVI qui va nous donner une indication sur tout ce qui est activité photosynthétique de la végétation, et l'indicateur NDWI qui va nous donner une information sur la teneur en eau de la végétation. Et en complément des séries temporelles, nous avons également une image optique à très haute résolution, ou plus précisément une mosaïque d'images, parce que sur La Réunion, il est très difficile d'avoir une couverture sans nuage avec Spot, même avec Sentinel d'ailleurs. Donc cette image Spot, elle est constituée de bandes multispectrales dans la résolution de 5 mètres et d'une bande panchromatique dans la résolution de 1,25 mètres. Donc avant de vous présenter la méthode que nous avons adoptée pour combiner toutes ces informations, je voulais vous toucher un petit mot sur les réseaux de neurones convolutionnels, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, c'est un type d'approche qui opère par convolution pour gérer l'autocorrélation spatiale sur les images. Donc, il est capable de traiter des données à grille régulière, ici comme une imagette, une image, mais également des signaux 1D dans le cadre de séries temporelles. Donc, ce sont des méthodes qui vont être capables de reconnaître dans les données des formes, et de manière hiérarchisée, c'est-à-dire que premièrement, il va reconnaître des trucs grossiers et ainsi de suite, il va être des trucs plus fins et parfois qu'on ne pourra même pas distinguer, reconnaître avec à l'œil nu. Et donc, pour la méthode proposée, nous avons un trio de réseaux neuroconvolutionnels, un pour chaque type de source. Donc, des réseaux 2D pour Sentinel-1 et Sentinel, pour Sentinel-1 et Spot, pardon, et un réseau 1D pour Sentinel-2, afin de prendre en compte ici la dimension temporelle. Donc, la représentation de chaque source va être combinée, concaténée, afin de pouvoir produire la carte finale d'occupation du sol, la classification finale. Donc, pour évaluer les performances de ce modèle, nous avons considéré 30% du jeu global sur les 880 000 échantillons, 30% pour faire nos tests. Et les métriques considérées sont le F1 score, la mesure kappa et la précision globale. Donc ici, plus les métriques se rapprochent de 100%, on vient de 1, et mieux c'est. Donc déjà, au niveau des résultats par source individuelle, on remarque quand même que le radar, par rapport à l'optique, il est moins bon. Donc ça, c'est pas étonnant, c'est ce qu'on sait, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Mais je voulais également souligner l'apport de la très haute résolution, l'information apportée par Spot, par rapport à l'information donnée par Sentinel. Donc ceci souligne quand même qu'il y a une importance avec de l'image à très haute résolution sur l'île de la Réunion. Donc déjà, en combinant les différentes sources qu'on a, on va remarquer déjà systématiquement de l'amélioration avec S1, S2 et S2 Spot qui atteignent tous 91%. Mais la combinaison de toutes ces sources-là avec la méthode proposée est de loin ce qui donne les meilleurs résultats, où on atteint près de 94% de précision. Donc au niveau des classes d'occupation du sol, nous avons également de l'amélioration sur presque toutes les classes. Donc pour en citer quelques-unes, déjà on a par exemple un bon ici au niveau des cultures sous serre, également au niveau du maraîchage, de l'arboriculture et également sur l'urbain. Donc en général, on a quand même une très bonne caractérisation des classes qui sont relatives à l'agriculture et à l'élevage. Donc nous avons essayé également de visualiser les représentations internes des réseaux de neurones convolutionnels en adoptant un algorithme qui s'appelle TSNI. Donc, et quand même, ce qu'on voit là, c'est que, comme on l'avait vu avec les chiffres précédents, c'est que c'est Sentinel-1 qui sépare le moins bien, on va dire, oui. Donc, les classes d'occupation du sol suivies de Sentinel-2. Avec Spot, on voit qu'il y a pas un peu d'amélioration par rapport à Sentinel-2, mais il y a quand même quelques classes qui sont encore mal séparées. Par exemple, ici autour du maraîchage. Et avec la combinaison des sources, on va avoir nettement de l'amélioration sur cette séparabilité.
avec Sentinel-1 et Sentinel-2, mais surtout avec Sentinel-2 Spot et la combinaison des 3 sources. Donc, nous avons également, avec les cartes d'occupation produites, nous avons également analysé la qualité au niveau de certaines zones. Là, je vais vous présenter 2 zones. Une première sur le quartier Saint-Pierre et une seconde dans la forêt de Belouve. Donc, pour commencer avec le premier extrait, donc on est en présence, outre la présence de zones urbanisées, donc on est en présence de champs de canne à sucre et d'arboriculture. Donc déjà, pour souligner l'apport de la très haute résolution, donc ça se traduit surtout par une meilleure reconnaissance des zones urbanisées, qui est sur Sentinel-1, Sentinel-2, très confuse avec les cultures sous serre. Et au niveau des sentinelles de spot, je voulais également souligner l'apport du radar sur ces 2 cartes, Sentinel-1, Sentinel-2 et Sentinel-1, Sentinel-2 spot, qui arrive quand même à mieux détecter la présence d'arboriculture qui est légèrement sous-estimée sur la carte ici. Donc, au niveau de la forêt de Belouve, nous avons également remarqué que la combinaison des 3 sources était de meilleure qualité, notamment parce que les 2 autres ici détectaient par exemple ici nous avons de l'arboriculture, mais également du pâturage-fourrage qui normalement n'existent pas au niveau de la forêt. Donc, en conclusion, nous avons quand même pu observer un gain effectif donc, sur la combinaison des 3 sources, des séries temporelles radar Sentinel-1, des séries temporelles optiques Sentinel-2 et l'imagerie à très haute résolution spatiale Spot, par rapport aux travaux précédents que nous avions fait où nous combinions que 2 sources sur ces 3-là. Donc, ceci soulève la question suivante, à savoir, à quel point on pourra gagner en performance si on continue de combiner des sources complémentaires? Est-ce que plus l'on a de sources, mieux c'est? Donc, c'est une question à laquelle on peut tenter de répondre directement en rajoutant des informations de type modèle numérique de terrain pour prendre en compte les aspects reliefs sur l'île de la Réunion qui sont quand même vachement importants. Ou par exemple aussi des données radar toujours en double polarisation, mais cette fois-ci en orbite descendante, mais également les bandes du domaine Red Edge de Sentinel-2 à 20 mètres qu'on n'a pas considéré dans le cadre de ce travail. Donc le travail que je vous ai présenté là est actuellement en cours de revue. Et voilà, merci pour votre écoute. Merci Jean-Eudes pour cette présentation très claire et très intéressante. Alors on a une question dans le chat d'Isabelle Pieux-le-Petit qui demande si la combinaison des sources de données augmente de manière importante le temps d'apprentissage. Alors, pour répondre à la question, on a quand même une augmentation du temps d'apprentissage, oui, parce que ça demande plus de mémoire pour charger les données. Mais au niveau comptable, ça ne change pas de masse. Ce modèle-là, il tourne en 1 heure, par exemple. Oui. Ce qui est relativement raisonnable. Merci pour ta réponse. Corentin a posé une seconde question. Il demande si tu as essayé d'appliquer la méthodologie sur des classes d'occupation du sol plus fines. Et il précise, j'entends par là, plus de classes de culture. Alors, en principe, la méthode mise en place, elle marcherait aussi, par exemple, pour des classes, pour de la cartographie de culture spécifiquement. Mais là, sur le jeu de données de la Réunion, nous n'avons pas suffisamment de... Bon, il y a 2 autres niveaux, mais ça devient un peu plus compliqué que celui-ci parce que au niveau des classes, ce sont des signatures spectrales qui se ressembleront encore plus. Donc, nous n'avons pas vraiment essayé d'aller plus loin dans la distinction entre ces classes parce qu'il y a plus de confusion. Mais
quand j'entends confusion, c'est quelque chose qui va être général pour n'importe quelle méthode qu'on va adopter. Merci pour ta réponse à Corentin. Véronique a deux questions. Donc, elle demande si déjà tu as analysé d'où proviennent les erreurs d'assignation. Et ensuite, est-ce que les données de validation sont spatialement éloignées des points d'étalonnage? Alors, pour reprendre la première, les erreurs d'assignation à quel niveau? Je n'ai pas très bien saisi. Peut-être qu'on peut laisser la parole à Véronique qui va préciser sa Merci. question. Oui, tu as une précision, alors je sais plus de combien, de 95 ou 97%, donc tu as 3% de mauvais classement. Donc ces erreurs, est-ce que tu as analysé d'où elles venaient? Pourquoi tu avais des erreurs comme ça? Là, j'ai pas présenté la matrice de confusion, oui, mais dans l'article hier, et d'après ce qu'on avait vu, il restait quand même un peu de confusion au niveau du bâti et des cultures sociales parce que, en fait, leur toiture, enfin, c'est du bâti, quoi. C'est gris et le bâti est aussi gris. Donc, ce type de confusion ne pourra pas vraiment l'enlever totalement. Et c'était surtout ça ce qui restait. D'accord, donc c'est quand même c'est intéressant de le savoir parce que c'est quand même relativement spécifique. Donc l'autre question c'était est-ce que tes points parce que moi j'ai fait pas Les mal points de- d'apprentissage, donc est-ce que tes points d'étalonnage, ceux que tu vas rentrer pour créer ton modèle dans le réseau de neurones, ils sont spatialement éloignés des autres ou est-ce qu'après c'est les voisins que tu traites en validation? Là, Alors, tu nous donnes des oui, résultats de validation, hein, oui, j'imagine. oui, oui, oui. Mm. Donc, en effet, à chaque fois qu'on essaie de valider une approche, on prend des précautions de telle sorte à ne pas avoir des pixels dans notre jeu de données avec un même identifiant, telle sorte à ne pas avoir, à avoir plutôt tous les pixels avec un même identifiant dans un jeu spécifique, soit pour l'entraînement, soit pour la validation, soit pour le test. Si j'ai par exemple la parcelle numéro 1, je m'assure tous les pixels qui appartiennent à cette parcelle se retrouvent uniquement dans l'un des jeux de données. Et pour aller plus loin, en fait, la validation qu'on a effectuée, en fait, elle est au hasard. Donc, on choisit nos échantillons de validation un peu au hasard. Donc, potentiellement, il y a des parcelles qui sont proches par exemple, celles qui sont dans le jeu d'entraînement, mais pas nécessairement, quoi. De toute façon, on ne pourra pas totalement éliminer l'autocorrélation spatiale dans le jeu d'entraînement. On ne peut prendre que quelques précautions. Ok, merci. Merci. Il y a encore un petit peu de temps, quelques minutes, s'il y a d'autres questions. Bon, je vais reprendre la parole le temps qu'une question s'écrive. En fait, j'ai pas très bien compris comment tu analysais tes séries temporelles et en fait j'avais une question. Est-ce que si tu diminues la fréquence d'acquisition, enfin, est-ce que vous avez regardé la sensibilité finalement à la fréquence d'acquisition des données temporelles? Alors, non, on n'a pas vraiment essayé d'analyser l'influence du nombre d'images dans les séries temporelles qu'on avait. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est prendre le maximum de données qu'on a. Et en général, sur une année, on se retrouve quand même avec une vingtaine d'acquisitions. Avec Sentinel 1, on est presque certain d'avoir des choses qui ont une répétitivité équivalente, enfin la même répétitivité sur toute l'année. Mais sur Sentinel-2, c'est plus compliqué, ça va dépendre des nuages. Donc, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est analyser au niveau de Sentinel-2. Donc, oui, merci pour la petite idée.
Allô? On est là. Ah, d'accord. Je crois, Marjorie, je sais pas, tu es encore là? Alors, est-ce que Marjorie est encore là? Non, elle a plus la main. Bon, alors je vais reprendre la main. Bon, s'il y a plus de questions, j'en avais encore d'autres, mais je te les poserai. Enfin, je trouve que c'est très très intéressant de travailler avec des images sentinelles qui sont gratuites. Spot, c'est pas le cas, si je me souviens bien. Donc après, voilà, les questions, c'est jusqu'où il faut aller dans la recherche de précision. Ouais, ah oui, aussi loin Tu que vois, comme ça, ouais, mais bon, par ça, rapport franchement, au prix. ça va dépendre aussi de ce que ça coûte en acquisition. C'est que, comme le disions, c'est que Spot, c'est payant. Nous, on l'a dans le cadre de la recherche, oui. Mais quand même, là, on a vu que ça avait quand même un apport significatif. Donc, ça vaudrait peut-être le coup d'adopter ça. Mais, par exemple, avec le modèle numérique de terrain ou d'autres sources que j'ai citées, par exemple le LIDAR, je pense au LIDAR aussi. Donc, des choses comme ça, qu'est-ce que ça apporterait comme gain en information en plus? Donc, ça vaudrait le coup d'analyser aussi ça et voir aussi si ça vaut si c'est la peine ou pas, effectivement. Oui, je pense que ça va dépendre en fait des enjeux, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'avoir des réponses très rapides? Est-ce qu'il faut faire tourner le modèle très rapidement? Bon, 1 heure, Ouais, c'est quand ouais, même ouais. relativement rapide. Voilà, Peut-être dans une situation très bien. d'urgence, ce qu'il faut cartographier. Bon, ben merci beaucoup. Alors, s'il y a plus de questions, il y a des infos là qui arrivent par le chat puisque Marjorie ne peut plus parler. Il Alors y a ça un y est, bug. merci Ah, ça Véronique, y j'ai est. retrouvé le son, j'ai eu un petit bug pendant quelques minutes, hein, c'est les aléas du direct. Oui, j'ai mis la date du prochain TITAG, c'est le 9 octobre, Marjorie, c'est le 7, c'est mercredi 7. pardon, c'est mercredi 7. Alors on a au moins Le double les bug. présentations des doctorants, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Il y aura Étienne David, donc à Arvalis, et Boris Biao, donc à Moïsa. Vous pouvez retrouver donc leur présentation sur leur page doctorant sur le site internet. Et donc je vais laisser la parole à Véronique pour quelques mots de conclusion. Et merci beaucoup à Jean-Eudes et à Éléonore pour les présentations d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci à vous. Voilà, ben merci beaucoup. Donc, Éléonore et Jean-Eudes, bon, comme d'habitude, on essaie d'avoir dans ces présentations un petit équilibre avec des présentations qui vont plutôt montrer l'impact sur la production, sur l'aménagement du territoire, enfin des impacts un petit peu techniques, et puis des présentations qui seront plutôt sur des aspects des sciences humaines et sociales. Voilà, donc je trouve que c'est très très intéressant chaque fois d'avoir ces deux facettes. Donc je vous invite dans 15 jours, hein, enfin 2 semaines, le mercredi 7, donc 7 octobre, à nous rejoindre à nouveau. Et j'invite aussi les doctorants qui ne l'ont pas encore fait à se manifester auprès de Sigolène Rousseau pour s'inscrire dans la suite des cycles TITAG, puisqu'on continuera, on essaiera de continuer assez longtemps. Et on fera aussi intervenir des gens, comme on l'a fait lors du lancement, qui sont un petit peu plus seniors. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci aussi à Marjorie et à Gabriel pour tous les aspects d'organisation et technique. Au revoir.